Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Pour ce 11e épisode de la série Histoire de Tintin consacrée à l'œuvre d'Hergé et à ses rapports avec l'histoire du XXe siècle, nous parlons du Crabe aux pinces d'or, un album écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, situé en Afrique du Nord coloniale, et qui fait intervenir pour la première fois un personnage crucial dans l'œuvre d'Hergé, le capitaine Haddock. Vous retrouvez toute la bibliographie de l'émission sur le site Paroles d'Histoire ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui du Crabe aux pinces d'or, j'ai le plaisir d'être avec non pas un historien, mais un littéraire, Pierre Jacolino, professeur de français au lycée, tintinophile, amateur de BD, de culture pop et auteur du blog popanalyse.eclablog.com. On mettra la référence sur le site de l'émission. Alors un blog vraiment que je vous conseille, absolument remarquable, qui dévoile des profondeurs parfois insoupçonnées dans les cases d'Hergé, en analysant le médium dans toutes ses dimensions. Ma première question, avant de parler de l'album, serait pour vous demander qu'est-ce que vous cherchez à faire à travers ce blog, quel est le type de démarche que vous proposez, notamment sur Tintin. C'est pas le seul objet, mais c'est l'un des principaux. Eh bien, ma démarche, elle est inspirée principalement d'une lecture que j'ai eue en jeune adulte. J'ai rencontré les livres du sémiologue Pierre Fresneau-Desruelles, qui analysait les albums de Tintin, et plus précisément des cases, en fait, et qui les analysait de manière avec des outils de la sémiologie. Alors moi, je suis pas sémiologue du tout, mais ça m'a énormément impressionné comme démarche, et j'ai toujours eu cette curiosité de lire les histoires de Tintin en prenant au sérieux le travail de dessinateur, de scénariste et à proprement parler d'auteur de bande dessinée d'Hergé, de vraiment voir le sens qui se dégage de ces dessins, de ces histoires, et de vraiment essayer de les prendre au sérieux. Voilà, c'est un peu l'idée. Et pour les prendre au sérieux, vous remontez avant tout aux versions noir et blanc des albums. Alors c'est vrai que dans le public aujourd'hui, ce qui est commercialisé, ce sont les albums couleurs souvent très retouchés. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous dans le fait d'utiliser ce matériau-là, le matériau initial ? Déjà, alors ça c'est une opinion personnelle, je lui trouve un certain charme. Et puis, c'est de voir les intentions d'Hergé en quelque sorte à l'origine, au moment où il construit ses histoires presque en direct. C'est le travail de feuilletoniste d'Hergé, quand il travaille dans les journaux dans lesquels il travaille à l'origine. Et les albums, c'est toujours un travail en seconde intention où il va retoucher certaines choses et il va réviser un peu ces histoires. On connaît les révisions très médiatisées des histoires de Tintin pour atténuer certains passages un peu racistes ou antisémites. Mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais c'est aussi tout simplement le travail du noir et blanc que je trouve remarquable en tant que dessinateur et qui me touche particulièrement et que je trouve déjà très très abouti à l'époque. Et il y a aussi une rythmique propre aux versions noir et blanc parce que les strips, je ne sais pas si on peut employer ce terme issu du comics, mais les strips ont leur propre logique avec le nombre de cases voulues pour les parutions hebdomadaires, et la recomposition en album souvent modifie un petit peu cette dynamique. Vous êtes très attentif dans ce que vous écrivez au rythme des images, au rythme des successions, et du coup il y a une logique propre à l'origine. Oui, tout à fait. Bon, là, on va plus s'attarder sur le Crabe aux pinces d'or. Et quand on regarde le Crabe aux pinces d'or, il y a des séquences. Ça fonctionne par séquences, les albums de Tintin. C'est Benoît Peeters, dans son analyse de son livre sur les bijoux de la Castafiore, les bijoux ravis, qui parle de séquences. Et il y a des séquences qui ne se pensent que par la disposition originale dans le journal Le Petit 20e, donc à l'origine. Puisqu'il y avait une planche une planche par semaine qui était dessinée et publiée. Une planche par semaine ou un strip par semaine ? Non. Le strip, c'était... Alors justement, on y reviendra, mais il y a eu un... Non, c'est pas un dessinateur de strip Hergé, c'est un dessinateur de planches. Et les strips, ça viendra justement pendant l'interruption de la publication pendant la guerre, où il va devoir s'adapter et passer au strip. Mais dès qu'il pourra s'affranchir du strip, il repassera aux planches. Et donc, il y a quelques exemples de planches pensées pour ce format-là. Moi, je pense à l'évasion de Tintin à la fin de
du passage sur le Caraboujan, où on voit Alan, le chef du bateau, qui s'est substitué au capitaine Haddock, qui va interroger successivement 3 membres de son équipage pour savoir où est passé Tintin, et qui va successivement leur mettre un coup de poing retentissant. Et à chaque fois, en interrogeant ces personnages, il va avoir tout le trajet de Tintin qu'on ne voit pas, et on va deviner en tant que lecteur le trajet de Tintin à travers le témoignage de ces hommes d'équipage. Et tout ça, ça se passe sur une planche, et ça se termine par l'évasion de Tintin et d'Haddock sur le bateau qui sort du Caraboujan. Et voilà, c'est une page qui a une unité vraiment extrêmement forte en fait. Et si on la déplace un petit peu, alors Hergé, dans son travail de mise en album, il travaille très bien, hein, donc il va redonner parfois des cohérences différentes, mais en tout cas, à l'origine, il y a déjà cette cohérence. Le Crabe au Pinsor, c'est donc une histoire qui paraît à partir de 1940, dans un contexte évidemment extrêmement particulier, puisque la guerre a fait irruption et a bouleversé les conditions de production des aventures de Tintin par Hergé. Oui, tout à fait. Il était en train de raconter son histoire de Tintin au pays de l'or noir. Et avec l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, il va devoir s'interrompre. D'autant plus que le journal dans lequel il publie le petit 20e, le supplément jeunesse du 20e siècle, hein, le grand journal belge, qui s'appelle donc le petit 20e, logiquement, il est petit puisqu'il est destiné aux enfants. Donc tout ça s'interrompt. Et alors pour une raison que je ne connais pas, il ne reprend pas son histoire de Tintin au pays de l'or noir. Alors on peut y voir des intentions politiques, hein, sans doute, on y reviendra peut-être, mais il va entamer une nouvelle histoire qui change complètement de celle qu'il vient d'arrêter. Et il va donc aussi changer de journal. Le petit 20e est interrompu et Hergé va trouver un nouveau support, en l'occurrence Le Soir, qui est un journal que se sont appropriés les Allemands. Et il va donc recommencer une nouvelle histoire sur un nouveau support. Et on lui a promis pour cela un supplément aussi, un peu sur le modèle de celui du petit 20e. Il va avoir sa page avec, il n'y aura pas que du Tintin, mais il y aura d'autres publications, et il sera le responsable de ce supplément jeunesse. Donc voilà, il va changer d'histoire. Changer d'histoire, ça signifie aussi changer d'univers historique dans lequel évolue Tintin, puisque auparavant il évoluait dans un univers semi-réaliste, soit très réaliste en Chine, on l'avait évoqué avec le Lotus bleu, soit semi-réaliste avec des allusions à peine voilées à l'Anschluss et aux problèmes géopolitiques dans les Balkans avec le sceptre d'Ottokar. Là, cette fois, c'est plus tout à fait envisageable de traiter aussi directement de l'actualité sous l'occupation. Oui, d'autant plus que l'histoire précédente, le pays de l'or noir, traitait des sujets d'actualité, puisqu'il se passait en Palestine avec les conflits autour du territoire palestinien. Et l'histoire qui commence est une enquête policière qui n'a pas de référence avec l'actualité immédiate, actualité brûlante en plus, hein, parce que je crois que voilà, il y a des périodes de l'histoire où l'actualité se fait encore plus incontournable. Et cette période-là, donc en Belgique, elle était extrêmement pressante. Hein. On a du mal à imaginer qu'Hergé ne parle pas de l'invasion de son pays par une puissance étrangère. Et pourtant, il va complètement changer de braquet. Et il n'y aura aucune référence à la Belgique occupée, mais aucune référence aussi à la Deuxième Guerre mondiale dans son album. On le voit dès le départ, c'est l'enquête policière va le conduire dans un autre univers. Donc on voit Tintin qui commence à Bruxelles, qui va au fil de son enquête passer par le port d'Anvers, se faire embarquer sur le Caraboujan, et puis en s'évadant avec le capitaine Haddock, va s'emparer d'un avion qui va le conduire a priori en Espagne, c'est ce que pensait le capitaine Haddock, puis finalement les deux vont finir au Maroc. Donc il y a une sorte de tropisme méridional dans cette histoire. On descend vers le sud, comme si on s'échappait en quelque sorte de cette actualité du Nord qui était extrêmement pressante dans le quotidien d'Hergé, j'imagine. Ça veut dire que c'est aussi une parution qui est un peu contrariée du fait des changements de support, des changements de format. On est revenu avec Benoît Peeters longuement sur sa participation au Soir, surnommé le Soir volé parce qu'il est passé sous contrôle allemand. Mais en termes de contraintes pour le dessinateur Hergé, c'est aussi quelque chose qui se modifie au cours de la publication de cet album. Exactement. Hein, en cours de route, le supplément jeunesse dont il est responsable va être supprimé. Il ne va rester que l'histoire de Tintin. Il va devoir, en quelque sorte, concentrer dans une sorte d'encart en bas de page chaque semaine, au lieu d'avoir une pleine page. Et il va devoir... alors, c'est un rythme un petit peu particulier parce que, si on regarde bien, il va y avoir, donc sur la dernière page, une demi-page, et il va publier l'équivalent de 4 planches habituelles sur 3 semaines, en fait. Donc, il y aura les trois bandes habituelles, plus une.
et ainsi de suite. Toutes les 3 semaines, on a l'équivalent de 4 planches de l'ancien format. Et puis, donc ça se passe en mai 41. Et puis en septembre 41, il y a des problèmes d'approvisionnement de papier. Et donc, on passe tout simplement à un seul strip, donc à une seule bande. Si j'ai bien calculé, il s'agit de 2 bandes originales mises bout à bout et qui vont faire l'affaire, jusqu'à ce que la situation change. Voilà, vous avez quand même Hergé qui, en l'espace d'un an, entre mai 40 où l'or noir est interrompu et puis mai 41 où on change de format et ensuite septembre 41 où on passe carrément au strip, on a un auteur qui est extrêmement contrarié dans son travail, qui a une histoire interrompue et une histoire qui pourrait s'interrompre finalement, qui est pas très loin de s'interrompre et dont on change radicalement les conditions de publication. Est-ce que c'est sensible pour vous dans la structure narrative ou dans la façon de dessiner, cette contrainte du strip? Vous disiez qu'Hergé n'est pas un dessinateur de strip. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent ou avec lequel il arrive à s'adapter finalement? Alors, personnellement, je n'ai pas constaté de véritablement de changement. Et l'idée un peu reçue qui circule, ce serait de dire qu'il y a une accélération du récit, davantage de rebondissements, puisqu'à chaque fin de strip, il faut mettre une sorte de ce qu'on appellerait actuellement un cliffhanger, ou en tout cas quelque chose un événement qui va retenir l'attention des lecteurs. Je ne suis pas spécialement convaincu par cette thèse-là. Je ne sens pas que ce soit extrêmement sensible dans l'histoire une fois achevée. Mais en tout cas, Hergé a évidemment toutes les qualités pour soutenir l'attention des lecteurs sans aucun souci, me semble-t-il. Il faut qu'on dise un mot du contexte donc, géographique dans lequel se déroule le cadre de l'action, cette Afrique du Nord qui n'est pas tout à fait spécifiée, mais qu'on peut quand même deviner, en indiquant aussi qu'on y arrive un peu par méprise. L'hydravion piloté par Tintin est censé aller en Espagne, on découvre qu'on est en Afrique du Nord, et d'une manière ou d'une autre, l'Espagne comme l'Afrique du Nord, l'Espagne c'est un pays neutre à l'époque, l'Afrique du Nord c'est l'Afrique du Nord de Vichy qui reste finalement hors de la guerre, hors de l'occupation, en tout cas jusqu'au débarquement allié de 1942. Donc, dans les deux cas, ça ferait un cadre relativement approprié pour imaginer une histoire. Cette Afrique du Nord, elle n'est pas spécifiée. On pense malgré tout au Maroc quand on la voit. Qu'est-ce qu'il y a comme marqueur dans l'album qui permet d'identifier ce cadre pour vous? Alors, peut-être avant même de parler d'Afrique du Nord, du Maroc, etc., il y a quelque chose qui est, je trouve, assez peu remarqué dans cet ancrage historique du crabe aux pinces d'or. C'est tout simplement l'ancrage du monde de la mer. On est dans un monde de la mer qui est rendu notamment par le cosmopolitisme de ce monde de la mer. On a l'équipage du Carabou-de-Jean où est emprisonné Tintin au début de l'histoire. Eh bien, vous avez toutes sortes de nationalités. Vous avez même un marin noir qui sera remplacé dans l'édition en couleur par un marin blanc. Il y en a de même d'ailleurs pour à la fin de l'histoire dans une cave où a lieu le trafic de stupéfiants dans la ville de Bagarre, où le capitaine Haddock est bastonné au sens propre par un bourreau qui est noir et qui sera aussi remplacé par un bourreau blanc dans la version en couleur. Donc vous avez un équipage cosmopolite, vous avez aussi, il me semble, quelque chose d'assez cosmopolite, c'est le nom des cargos dont on parle dans l'histoire. Je vois ça dans le message radio qu'on a au moment où Haddock et Tintin sont accueillis par le lieutenant Delcourt dans le désert par la compagnie de méharistes dans leur fort. Et on reçoit un message radio et on nous annonce que tous les malheurs rencontrés par les différentes embarcations lors de la tempête qui a échoué Haddock et Tintin dans le désert marocain. Et on nous parle de noms extrêmement cosmopolites. Il y a le Tanganyika, il y a le Bénarès, donc plutôt indien, il y a le Carabou-de-Jean, dont Tintin nous a dit au début de l'histoire que c'était un nom arménien. Donc voilà, vous avez ce cosmopolitisme du monde de la mer. Et même, on va retrouver ça, je pense, dans le port de Bagarre. Le port de Bagarre qui est un mélange d'Occident et d'Orient. Et vous avez un monde finalement de tous horizons. Et donc, ce serait un imaginaire de la marine qui permet finalement de s'extraire des réalités belges et de l'actualité géopolitique. Et effectivement, alors dans l'album, on a aussi des marqueurs, comme vous dites, plus précis et plus ancrés dans une réalité locale, on va dire. Pensez à tout l'imaginaire saharien, par exemple, qui infuse dans cet album. Alors bon, c'est un imaginaire que Tintin n'a évidemment pas inventé, qui est un imaginaire d'actualité. Certains parlent d'une mode des récits sahariens à l'époque, notamment au cinéma. On parle aussi d'une influence notamment d'un roman qui est celui d'un certain Joseph Perret qui a écrit L'Escadron Blanc. Donc c'est un roman qui est paru en 1931.
et qui décrit justement cet univers des compagnies méharistes dans le désert du Sahara, qui sont chargés de lutter contre les pillards de caravanes, et auquel Hergé va reprendre un certain nombre d'éléments, beaucoup d'éléments même, puisqu'on retrouve à travers la figure du lieutenant Delcourt, qui recueille Haddock et Tintin une fois qu'ils se sont évanouis dans leur désert. On retrouve tout un folklore visuel, les légionnaires avec leurs crânes rasés, la selle des chameaux en forme de croix. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. On retrouve même le nom du fort, du poste avancé du lieutenant Delcourt qui s'appelle Adgar, alors que dans le roman, le poste il s'appelle Adgar. Donc on a vraiment cette influence-là. Il y a eu des personnes qui ont vu des références assez précises à ce roman, encore plus précises que ça, dans le Crabe aux pinces d'or. Sachant que c'est un roman lui-même qui s'inscrit dans une lignée plus longue. Je pense par exemple au roman d'Ernest Psicari, qui était lui-même officier, qui avait servi en Mauritanie dans ce type d'unité, qui avait écrit L'Appel des armes en 1913. Et après la mort de Psicari durant la Grande Guerre, ça a été beaucoup lu dans les milieux catholiques et conservateurs français. Il n'est pas impossible que dans les milieux d'Hergé, ce soit aussi des thèmes et une œuvre qui est circulée. Donc là, il y a quelque chose dans la longue durée. Effectivement, le cinéma également influence. Et d'ailleurs, en lisant l'album, on pense à Pépé le Moko, qui est un film sorti en 1937, on pense à différents films de l'entre-deux-guerres qui prennent également l'Afrique du Nord française pour cadre. Oui, tout à fait. On parle aussi de l'adaptation du roman L'Atlantide de Pierre Benoît par Jacques Fédère. Enfin bon, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps à l'époque, me semble-t-il. On va le voir aussi. Certains auteurs parlent d'une influence aussi d'une visite qu'aurait fait Hergé lors d'un séjour à Paris, à la grande exposition coloniale de Vincennes en 1931. Où il y avait un souk qui avait été reconstitué. Donc voilà, on est dans un imaginaire colonial extrêmement commun, je pense, à cette époque. La ville de Bagar elle-même fait fortement penser, aussi bien dans sa géographie que dans son rôle de plaque tournante du trafic de drogue, fait penser à Tanger, au nord du Maroc. C'est cela, il y a une vignette qu'on cite de temps en temps, la vignette au moment où Tintin et Haddock arrivent dans cette ville de Bagar. Il y a une toute petite vignette qui représente la ville vue de la mer, et qu'on peut comparer effectivement avec la ville de Tanger, puisqu'il y a une médina qui est située sous une colline et qui ressemble fortement avec certaines cartes postales de l'époque. Puis plus accessoirement, et à mon avis de manière plus convaincante pour moi, quand on voit le goût d'Hergé pour les jeux de mots et pour l'usage des mots, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de jeu de mots un peu au fonctionnement similaire entre Bagar, qui représente la bagarre, et Tanger, qui est une ville dangereuse, la ville du danger, puisqu'on sait aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de trafic de drogue dans cette ville qui était sous statut international à l'époque. Donc voilà, il me semble qu'il y aurait... c'est assez convaincant, je trouve, cette association des deux villes, la ville imaginaire et la ville réelle. D'autant plus que... Alors, si on accepte cette hypothèse que Bagar est la ville de Tanger, c'est d'autant plus intéressant, puisque j'ai cru comprendre que la ville de Tanger est passée sous occupation espagnole en juin 40, donc quelques mois avant le début du récit du crabe. Et Hergé ne tient pas du tout compte de cette actualité-là. On reste, comme vous dites, dans une référence plutôt française, avec des officiers, des policiers. Et même un institut Pasteur qui atteste d'une ville coloniale. Alors cette dimension de ville coloniale est intéressante, puisque on voit finalement d'une certaine façon une transposition du protectorat assez récent, puisque c'est en 1912 que Lyautey l'établit officiellement sur le Maroc, et un protectorat dans lequel il y a à la fois des notables locaux, le commerçant respecté Omar Ben Saad, et puis une autorité européenne qui se traduit par la police européenne, le commandant du port, l'Institut Pasteur. Autrement dit, il y a cette dualité caractéristique de l'Afrique du Nord coloniale qui est transposée dans l'album. Tout à fait, et cette dualité qu'on peut retrouver à l'intérieur même de la construction du personnage du méchant de l'histoire, c'est Omar Ben Saad, dont on découvre à la fin que c'est le méchant, et qui est un notable extrêmement respectable. Tout le monde le dit dans l'album, et qu'on décrit d'une manière assez étonnante, puisque quand Tintin découvre des boîtes de crabes dans une boutique de Bagar, il y a le commerçant qui lui dit que son fournisseur, c'est donc le fameux Omar Ben Saad, et dont on nous dit que c'est le plus gros négociant de Bagar, qu'il est riche, mais qu'il a un palais magnifique, qu'il a des chevaux. Bon, ça, on s'y attend on s'y attendait, mais aussi des autos, des terres immenses dans le sud, et même, et ça c'est là que c'est assez intéressant, une machine volante, donc un avion, comme disent les Roumis, ça c'est le commerçant qui parle,
Et alors, c'est pas dit de manière très explicite, mais cet avion, ne serait-ce pas l'avion peut-être qui attaque Tintin et Haddock sur leur barque au début de l'album. Voilà, c'est une possibilité un peu non dite dans l'album, mais qui me séduit fortement. Et donc oui, effectivement, il y a une dualité, notamment entre les espaces du souk, qui est extrêmement, voilà, c'est de l'Afrique du Nord en barre, hein, comme on dirait, et puis l'espace du port, qui est au contraire extrêmement occidental. Vous avez donc au-dessus le souk africain et en dessous le port occidental. Et c'est une ville également pleine de recoins, pleine de cachettes, pleine de mystères. Il y a tout un jeu sur les embrasures, sur les lieux où on se cache, où les personnages disparaissent entre deux portes ou au coin d'une rue. Donc c'est aussi une ville qui reprend évidemment, là aussi, toute une série de clichés sur les mystères de l'Afrique du Nord ou de l'Orient, mais si en l'occurrence le Maroc c'est en Occident. En tout cas, c'est une ville qui joue sur ce registre-là. Oui, tout à fait. C'est un lieu de faux semblants, bagarre. Il y a effectivement plusieurs disparitions. La disparition, alors si je me souviens bien, de Alan, le lieutenant du capitaine Haddock que Tintin retrouve dans la rue du souk et qu'il va suivre et donc il se dit à lui-même il faut le tenir à l'œil. Et au détour d'une rue, Alan a disparu. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. On le découvrira évidemment plus tard. Et il en va de même pour un local de bagarre que Tintin va suivre par la suite, dès que Tintin se sera déguisé en mendiant entre-temps, et qui va lui-même disparaître, pareil, au coin d'une rue. Et on va découvrir qu'en fait, il y avait une cave sous un des immeubles de bagarre qui servait d'espace de stockage pour les fameuses boîtes de crabe aux pinces d'or qui contenaient donc de l'opium. Et Tintin va pénétrer à l'intérieur pour découvrir le poteau rose et puis accessoirement libérer le capitaine Haddock. Donc effectivement, un espace de faux semblants. Le plus gros faux semblant étant Omar Ben Salad lui-même, des personnages que je trouve décidément assez discret dans l'histoire, mais finalement assez étonnant, puisque c'est un personnage qui est extrêmement respectable, qui a un grand sourire, qui paraît plutôt inspirer confiance, et que personne ne croirait être le grand méchant de l'histoire. Et au détour d'un strip à la fin, quand Tintin va le démasquer, il va sortir un revolver et il va devenir son visage lui-même change et on voit bien que c'est le méchant de l'histoire. Hein. Il y a une sorte de préfiguration, enfin non, pas une préfiguration, mais un rappel du personnage de Rastapopoulos qu'on a vu dans les histoires précédentes de Tintin. Ce personnage qui au départ était un allié de Tintin et qui va finalement se révéler être sa némésis. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous écrivez dans un des articles du blog que, à la différence des autres méchants, Rastapopoulos, même à sa première vision, on peut soupçonner qu'il y a là quelqu'un de pas très recommandable. Et puis c'est encore plus vrai pour Muller ou Spons ou d'autres méchants. Là, effectivement, il y a une inversion. Celui qui paraissait un notable, en fait, est un malfaiteur. Celui qui paraissait gentil, en fait, est méchant. Il a même des lunettes et en fait, il voit mieux sans ses lunettes qu'avec. Donc, on est aussi dans ce registre de l'inversion qui est finalement l'un des thèmes de l'album, l'une des structures thématique de l'album, l'inversion et le faux. Vous avez dit que c'est une ville de faux semblants. Le faux, finalement, c'est le ressort presque de toute l'histoire dans cet album. Oui, tout à fait. On commence par la fausse monnaie à Bruxelles, puisque c'est de là que part l'enquête de Tintin, puisque c'est les Dupont qui le mettent sur la piste la première fois de cette fameuse boîte de crabe aux pinces d'or que Milou avait, dans la première page de l'histoire, dénichée dans une poubelle et que Tintin avait rejeté dans une poubelle en accusant Milou d'être un chien désobéissant et en critiquant sa propension à fouiller dans les poubelles. Et effectivement, c'était Dupont qui avait qui avait relié ces deux histoires de fausse monnaie, de boîtes de crabe. Voilà. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est un véritable imbroglio, cette intrigue. Tintin lui-même le dit au début de l'histoire, un vrai casse-tête chinois, il le dit. Et à la fin, dans la version en noir et blanc, il y a un des personnages du début de l'histoire qui est un policier de la ville de Yokohama qu'on avait vu suivre Tintin au début de l'histoire, qui va résumer en fait toute l'intrigue. Et on voit Milou qui est extrêmement dubitatif face à ces explications extrêmement verbeuses, puisque Milou dit « Je ne sais pas si vous êtes comme moi », il s'adresse à nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces longs bavardages m'ennuient. Effectivement, on avait eu de longues bulles d'explications, comme si Tintin, plutôt Hergé, excusez-moi, avait dû un peu retomber sur ses pattes de manière la moins artificielle possible, mais ça reste très artificiel. Ça fait penser, pour les amateurs, je pense que tous les amateurs de Tintin ont eu cette sensation-là, ça fait penser aux explications des frères Loiseau à la fin du Secret de la licorne, qui étaient de longues bulles un peu indigestes et qui ont
je pense, était, dont moi je me souviens, et je pense que pas mal de tintinophiles se souviennent aussi de manière un petit peu négative. Juste une petite incise, Bien sûr. ces fausses pièces et ces fausses boîtes de crabe, ici on trouve une des capacités de Tintin, on parlera un petit peu plus loin de l'héroïsme de Tintin, de ce qui fait de lui un bon héros, c'est aussi le coup d'œil remarquable de Tintin qui, dans le fatras incroyable de papier des Dupont, ils ont pas du tout bien rangé leur papier, leur dossier, il arrive à repérer l'indice singulier qui met en route l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans presque tous les albums, cette capacité comme ça à déchiffrer des papiers, à trouver des indices que les autres ne voient pas. Là, il repère dans une masse de documents la chose qui permet de lancer la narration. Exactement, un petit peu comme dans la cave, toujours dans le secret de la licorne, dans la cave, ou plutôt dans le trésor de Rackham le Rouge, dans la cave des frères de Moulinsart, où il va découvrir l'endroit où se cache le trésor en regardant la statue de l'aigle et de Saint-Jean. Voilà, Tintin, c'est un regard, c'est quelqu'un dont la vue est perçante et qui va effectivement voir avant tout le monde ce qu'il faut voir. On le voit par exemple dans une séquence du début où il va utiliser une loupe pour mieux voir l'inscription Caraboudjan griffonnée au crayon papier à l'envers de l'étiquette déchirée du crabe, de la boîte de crabe. Et Tintin, d'ailleurs, Hergé fait un gag assez habile puisque Tintin va essayer de voir avec cette loupe, mais il y a un courant d'air qui va faire tomber l'étiquette. Et Tintin va ensuite ne plus savoir où est l'étiquette. Il va ensuite poser sa loupe et par un jeu de substitution, il va se retrouver avec l'os de Milou que Milou avait emporté d'une poubelle du début de la séquence. Et il va, au lieu de jeter l'os de Milou dans la poubelle, il va jeter sa loupe. Et donc, quand il va essayer de lire l'étiquette qu'il a retrouvée, il va se retrouver avec un os dans la main et ne pas pouvoir lire cette étiquette. Donc, disons que cette vue, ce thème de la vue, il est vraiment consciemment mis en scène par Hergé, et il va jouer avec ça dans cette séquence notamment. Et puis d'ailleurs dans cette séquence-là, le mot voir, vue revient de manière incessante, comme une sorte de leitmotiv. Et effectivement, c'est une des qualités de Tintin, et ce qui fait de lui un enquêteur hors pair, une sorte de Sherlock Holmes, comme parfois Milou l'appelle. Alors, il y a la capacité à voir dans le réel et à débusquer les indices, mais il y a aussi des visions, pourrait-on dire, dans cet album. C'est un album que je trouve très marqué par l'onirisme. C'est pas le seul, parce qu'on sait que dans Les cigares du pharaon, les vapeurs font rêver de dieux égyptiens inquiétants. Il y a également une séquence de rêve, je crois, dans Le Temple du Soleil. Donc, il y a ça revient à plusieurs reprises dans l'œuvre d'Hergé. Mais là, il y a quand même toute une série de visions, d'hallucinations. Quand Haddock fait brûler les rames sur leur canot, Tintin rêve qu'il est dans une maison incendiée. Et puis ensuite, il y a des mirages dans le désert. Il y a des vapeurs de vin qui s'emparent des personnages. C'est un album qui repose beaucoup aussi sur cet univers onirique, cet univers de vision, d'hallucination des personnages. Oui, c'est vrai. Comme vous le dites, ça commence, je pense, effectivement, sur le bateau, une fois que Haddock brûle les rames pour réchauffer son ami Tintin et que Tintin se voit dans un incendie dans une fenêtre, il me semble. Effectivement, alors, ça, c'est sans doute à relier avec ce monde du faux-semblant qu'on retrouvera de manière plus évidente à Bagarre. Et effectivement, il me semble que dans ces vignettes, il y a quelque chose peut-être de l'impensé ou de l'inconscient qui ressort. Faut pas jouer au psychanalyste de Bazard, mais il y a effectivement, on l'a noté, dans les vignettes de rêve de Tintin, d'Hergé plutôt, des thèmes qui ressurgissent de manière plus transparente, finalement, étrangement, que dans l'histoire réelle. On a vu, par exemple, alors c'était Jean-Marie Apostolides dans son livre Les Métamorphoses de Tintin qui explique que la scène où Haddock va essayer de déboucher la bouteille de Bourgogne vieux qui est devenue Tintin dans son rêve, qu'il s'agit presque d'une scène de viol, en fait, avec cette espèce d'ogre qui est devenu Haddock et qui brandit un tire-bouchon dressé dans sa main et qui va tenter de l'enfoncer dans la tête de Tintin, qui crie tout ce qu'il peut. Ça, c'est le cauchemar de Tintin qui répond en fait à la première hallucination d'Haddock, parce que Haddock a d'abord vu Tintin comme une bouteille de champagne dont il faut faire sauter le bouchon. Et là, effectivement, Jean-Marie Apostolides commente ça en termes évidemment sexuels, en disant que voilà, le bouchon de champagne qui saute, la mousse qui jaillit, qui a des dimensions sexuelles évidentes. Et donc, il interprète ça comme une manière d'exprimer la tension sexuelle entre les deux personnages qui viennent de se rencontrer.
Oui, alors moi je dirais pas jusqu'à dire qu'il y a une tension sexuelle entre Haddock et Tintin, mais il y a parce que je trouve que voilà, c'est faire voilà, je suis pas très à l'aise avec cette idée-là. Je suis pas du tout sûr que ce soit la meilleure. Il parle même de tension homosexuelle. Voilà, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là, mais en tout cas, il y a quelque chose du désir qui s'exprime euh, clairement. Le désir de d'Haddock pour l'alcool et qui a effectivement une traduction sexuelle. Mais il s'agit, derrière la sexualité, derrière le désir d'alcool, il s'agit plutôt, à mon avis, d'une expression d'un désir qui est un peu indifférencié, qui peut s'appliquer sur l'alcool, qui peut s'appliquer plus difficilement dans un récit pour la jeunesse sur le corps de l'autre, mais en tout cas, il y a ce désir qui ressurgit effectivement dans ces séquences de rêves. Il y a un désir qui parcourt de manière plus générale l'album, puisque vous avez aussi commenté les scènes où Milou cherche les os. Alors c'est pas le seul passage là non plus dans l'œuvre. Il y a toute une série d'autres albums dans lesquels Milou est tiraillé entre le devoir et le désir. Le sceptre d'Ottokar, scène fameuse où il hésite à rapporter un os ou à rapporter le véritable sceptre. Bien sûr. Mais là, le désir de l'os, il structure en sous-texte, presque en basse continue sous la narration principale, l'album également. Exactement. Il me semble que c'est le contrepoint. Milou, c'est le contrepoint de l'histoire d'Haddock. Haddock et sa relation avec l'alcool, puisqu'on a constaté effectivement que l'alcool est partout présent dans cet album. C'est Benoît Peters qui fait le bilan toujours dans Les Bijoux Ravis et qui fait le bilan de tous les passages qui parlent d'alcool. Donc déjà, mais en fait, on a deux trajets parallèles. On n'a pas juste l'histoire d'alcool d'Haddock. Puisque si vous voulez, si on résume, généralement ce qu'on dit souvent sur cette histoire-là, c'est que on passe d'un Haddock complètement dépendant, qui est une véritable épave alcoolique, incapable d'aligner trois mots et d'agir, qui va même mettre en danger Tintin en brûlant les rames sur la barque, qui va essayer de prendre le contrôle de l'avion et il va le faire s'écraser. Il va effectivement essayer il va essayer de déboucher la tête de Tintin, donc en l'étranglant, et Tintin sera sauvé in extremis par Milou. Donc il est dangereux pour les autres, en plus Haddock. Donc c'est pas rien du tout. Et l'idée répandue, et je pense que moi je suis assez d'accord, l'idée répandue, c'est de dire qu'en fait cet album c'est l'histoire d'une désintoxication. C'est-à-dire que après ces 3 épisodes extrêmement sévères de l'addiction d'Haddock, on va lui faire une période de jeûne. En passant par le désert, qu'il appelle lui-même le pays de la soif, c'est pas anodin, comme dans une sorte de récit initiatique ou de rédemption, je sais pas, de traversée du désert. Il y a un sous-texte chrétien, je pense, assez évident là-dedans, qui va le priver d'alcool, voilà. Et effectivement, après ce passage dans le désert, on va constater que même s'il y a des rechutes, Haddock n'a pas le même comportement, il n'est pas l'épave qu'il était au début de l'album. Même dans ses rechutes, il garde une certaine cohérence. Il est ivre, mais il désigne effectivement le Caraboujan comme étant le navire maquillé. On parlait de faux, il y a aussi le faux navire Caraboujan de Jebel Amila. Donc même ivre, il garde la lucidité de reconnaître son ancien bateau. Donc effectivement, la rechute n'est pas totale. Pas totale. Et puis, on pourrait même dire que c'est grâce à lui que Tintin son ami Tintin et lui-même sont sauvés quand ils sont acculés dans la cave à vin du repère des trafiquants, donc à la fin de l'histoire, puisque les vapeurs de l'alcool le rendent ivre. Et Alan, qui essaie de lui prendre la bouteille qu'il a à la main, déclenche chez lui une rage incroyable. Il va les poursuivre, leur faire peur et permettre à lui-même et à Tintin de se libérer de cette chose trappe. Donc voilà, il y a une utilité narrative finalement du vin. Et puis, mais il me semble que effectivement, le pays de la soif, c'est une étape assez traditionnelle, voilà, de privation qui va lui permettre de dépasser son stade d'alcoolisme. Mais il me semble que finalement, il faut corréler cette évolution d'Haddock à la présence ou non de Tintin. Si on regarde bien dans l'album, c'est Tintin qui lui fait promettre de ne pas toucher à l'alcool quand il est sur le Caraboujan. Et même quand Tintin s'est caché, n'est plus avec lui dans sa cabine et que Alan veut lui resservir du whisky, ou du vin, je ne sais plus, il le recrache sur Alan puisqu'il lui dit que c'est le jeune homme qu'il avait rencontré lui avait fait promettre de ne pas le boire. De la même manière, quand il est dans le fort d'Afgar en compagnie du lieutenant Delcourt qui leur propose de boire un verre d'alcool, Tintin refuse et sur le modèle de Tintin, Haddock va refuser. Et quand il replonge à Bagarre, c'est qu'il est en train d'attendre Tintin dans un café
du port de bagarre. Donc, il est séparé de Tintin. Et c'est là qu'il va, en attendant, boire et retomber dans un état d'ivresse. Donc voilà, il y a cette influence extrêmement importante de Tintin sur Haddock. Alors, on a un peu anticipé, mais évidemment, Oui. l'un des points qui font de cet album un album pivot dans l'œuvre d'Hergé, c'est bien sûr cette rencontre avec le capitaine Haddock. C'est un véritable événement historique et dans l'œuvre et dans l'existence de Tintin, puisque désormais, il n'est plus seul ou accompagné d'un animal, mais il a un deuxième personnage qui est à la fois un alter ego, une figure paternelle, une figure de compagnon qui va compter énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de l'importance de cet album de ce point de vue-là ? Il me semble que c'est le premier des 3 coups qui introduisent le personnage de Haddock dans l'univers de Tintin, puisque là, on le découvre. C'est la première, voilà, le début d'une amitié, on va dire. L'album suivant, L'Étoile mystérieuse, eh bien, on aura un Haddock navigateur qui va permettre à Tintin de partir à la poursuite de l'étoile, du morceau de météorite tombé dans la mer. Donc, il va être installé dans son rôle de navigateur. Et puis, dans le double album suivant, Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge, ce sera le passé d'Haddock qui va s'imposer avec sa filiation avec son grand ancêtre, dont il va essayer de retrouver le trésor. Et puis, l'arrivée à Moulinsart. Donc, voilà, on a toute cette évolution qui s'installe en 3 albums. Mais effectivement, la scène d'apparition du capitaine Haddock, elle est marquante. Alors, il est difficile de ne pas avoir un regard un peu téléologique sur cette apparition, puisqu'il est difficile de dire si Tintin avait prévu de faire d'Haddock un personnage récurrent de toutes les histoires qui suivent, ou si c'est peut-être un simple accompagnateur de Tintin temporaire, un peu comme finalement le personnage de Chang dans Le Lotus Bleu. Chang qui finalement acquiert beaucoup plus de relief d'être revenu beaucoup plus tard dans Tintin au Tibet. Mais si Chang n'était pas revenu dans Tintin au Tibet, aurait-il l'importance qu'on lui donne chez les tintinophiles ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, difficile de savoir si Haddock était censé revenir par la suite. Moi, je ne le sais pas en tout cas. Mais il est vrai que cette apparition est extrêmement marquante, puisque on ne la voit pas venir déjà. Tintin était tout seul dans son aventure avec Milou. Au moment où il s'est fait capturer dans les cales du Caraboujan par Alan et par ses hommes d'équipage, on ne sait pas qu'il y a un capitaine au-dessus de Alan, censément au-dessus d'Alan. Et quand Tintin essaie de s'échapper de la cale où il est emprisonné en utilisant son dispositif, je sais pas, on s'en souvient peut-être, des 2 planches accrochées à une corde qu'il fait passer par le hublot qui est juste au-dessus de la cale où il est enfermé, donc dispositif hautement improbable d'ailleurs, il tombe littéralement sur ce capitaine, ce personnage-là, personnage qui aurait pu être purement transitoire, mais qui va devenir son compagnon dans toute l'histoire. Et cette scène, elle est très symbolique, puisque il me semble qu'elle a, je suis pas le premier à le voir, mais elle a une symbolique presque, sexuelle, on va dire, avec cette apparition de Tintin à travers le hublot qui apparaît comme un nouveau-né sortant du ventre de sa mère, ou plutôt, il me semble, c'est peut-être un peu plus juste de voir dans le cargo, le Caraboujan, dans la cabine du capitaine Haddock, une sorte de milieu intra-utérin. Alors voilà, on s'aventure dans des interprétations peut-être un peu osées, mais il me semble qu'on peut aller jusque-là, puisqu'il parle beaucoup de sa mère, le capitaine Haddock, quand il est enfermé, quand il converse avec Tintin. Le whisky lui sert presque de liquide amniotique. Liquide amniotique, tout à fait. Et puis Tintin serait une sorte de frère qu'il rejoindrait dans le ventre maternel pour mieux l'en faire sortir. Et donc voilà, il y a cette symbolique qui est extrêmement marquante, avec en plus, je ne peux pas rentrer dans le détail dans un podcast, mais avec une composition d'images extrêmement savante, extrêmement recherchée, et d'une efficacité à toute épreuve. Avec même une première réplique de Tintin adressée à Haddock, les premiers mots qu'il lui dit, c'est « chut, pas un cri », ce qui est très intéressant quand on songe au type de personnage qu'est Haddock et à sa nature orale, aux jurons qu'il profère. Le « chut, pas un cri » de Tintin, je le trouve très intéressant, même s'il est d'une certaine manière l'inverse de ce que toute l'histoire ensuite va montrer. Oui, tout à fait. C'est intéressant cette hypothèse, puisque alors une page après, le capitaine Haddock se répand en sanglots et commence à crier. On voit les premières fois où c'est les lettres qui composent ses paroles commencent à devenir un peu plus grandes que la normale, et le bouh qu'il prononce.
Et puis effectivement avec la fameuse scène, ce grossissement des lettres qu'on retrouvera dans la fameuse scène du désert où quand les fameux rebelles Bébert, pas Bébert, je confonds, ça c'est dans les cigares du pharaon, les Bérabères, voilà, brisent sa bouteille de whisky qu'il a utilisée au lieutenant des cours et qu'il va crier vengeance, vengeance, et c'est avec des lettres qui grandissent, hein, avec d'ailleurs la case qui le montre en plus gros plan au fur et à mesure. Donc oui, c'est cette oralité qui se traduit là, et Tintin se positionne dès le départ comme une sorte de censeur, comme une sorte de directeur de conscience qui va lui imposer un certain nombre de choses, imposer de ne pas boire, donc pas un cri, de ne pas crier, effectivement. Une sorte de... Moi, je fais le parallèle. Je ne sais pas si on pourrait le pousser un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de lien vraiment factuel entre les deux, mais je fais le parallèle avec le film de 1940, Pinocchio, hein, de Walt Disney, qui sort en 1940 aux États-Unis, mais qui sortira seulement en 1946 en Belgique. Et on pourrait dire que Tintin, c'est un peu le Jiminy Cricket du capitaine Haddock. Et d'ailleurs, il me semble voir même dans Tintin qui débarque chez le capitaine Haddock pour le sauver du carabou-de-Jean, une sorte de Pinocchio qui rentre dans le ventre de la baleine pour en sortir son père Geppetto. Voilà, il me semble qu'il y a des similitudes entre ces deux récits de la même année qui sont assez intéressantes et étonnantes. Ces similitudes, elles mettent aussi sur la piste d'un thème qui a été abordé par plusieurs auteurs, notamment Benoît Peters, qui montre ou qui suggère que le monde n'est plus possible d'explorer le monde comme avant en raison de la guerre, et du coup, le monde à explorer, c'est le monde de l'intériorité, et pour l'explorer, il faut finalement quelqu'un d'autre face à qui on va avoir des dilemmes moraux, face à qui on va avoir des responsabilités, la responsabilité de le tirer effectivement de l'alcool, que d'une certaine manière, c'est le début d'un autre type d'exploration dans les aventures de Tintin que l'exploration intrépide du monde. Ça continue d'une certaine façon, mais c'est désormais aussi une exploration plus intérieure et plus morale par certains côtés. Je pense que c'est effectivement le cas, tout à fait, puisque de toute façon, on voit bien la place que va prendre Haddock dans la suite des aventures, et effectivement, il y aura cette relation extrêmement forte, et puis cette histoire effectivement de responsabilité de Tintin envers son ami, qui culminera dans la fameuse scène de Tintin au Tibet où Tintin tient Haddock au bout d'une corde, et la scène où Haddock va essayer de couper la corde pour pouvoir sauver Tintin. Voilà, donc il y a encore la corde ou le cordon, hein, on ne sait pas ce qu'il faut dire. C'est aussi la corde de On a marché sur la Lune lorsqu'ils font une sortie spatiale et qu'il est rattrapé in extremis par une corde alors que la gravité l'attirait vers l'astéroïde. Bien sûr, c'est ce qui fait partie du charme des récits de Tintin, c'est-à-dire la symbolique extrêmement présente, mais à la fois extrêmement présente, mais tout autant extrêmement discrète. Voilà, c'est ce qui fait, je pense, un des aspects de l'art d'Hergé les plus intéressants. Alors, moi, je nuancerais quand même par rapport à ce que dit Benoît Peters, même si tout le respect que j'ai pour lui. Il me semble que Haddock, dans les albums avant Le Crabe aux pinces d'or, est quand même préfiguré par un certain nombre de personnages. Par exemple, Chang, que Tintin va sauver des eaux dans le Lotus bleu. Même, on pourrait presque dire le fétiche dans L'oreille cassée, qui est ce personnage qui finira complètement rapistolé, cassé, fragilisé. Il me semble que cette intériorité dont vous parlez, moi, je la relierais à la fragilité des êtres. C'est des êtres qui ont besoin d'être sauvés et qui sont un peu cassés. Alors, le fétiche est cassé de l'extérieur. Il a une oreille cassée, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Alors que Haddock, lui, est cassé à l'intérieur. Donc voilà, il y a quand même une continuité. Je suis pas sûr qu'il y ait une continuité entre l'aventure extérieure et l'aventure intérieure, si vous voulez. Et Tournesol, qui lui-même aura l'oreille cassée à sa façon, puisqu'il entend mal. Donc là, on peut même tirer le trait de ce côté-là. Bien sûr. Et on peut retrouver, voilà, je peux vous citer aussi dans L'Or Noir le gorille qu'il va falloir sauver de ses maîtres méchants qu'il maltraite et qui va finalement devenir un personnage sympathique. Vous avez le Yéti, qui était une brute et dont on révèle l'humanité cachée. Voilà, il y a ce rapport à la fragilité, qui est extrêmement émouvant d'ailleurs dans les récits de Tintin, je trouve. L'apparition d'Haddock, c'est aussi la relégation de Milou. Là, il y a une inversion qui va se faire, qui est assez spectaculaire dans le dispositif narratif d'Hergé. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que Haddock devient le confident de Tintin, alors que dans les albums précédents, le seul confident de Tintin, c'était finalement Milou. Et à partir du Crabe aux pinces d'or, Tintin ne répond plus à Milou. Quand il répond, il y a toujours une justification réaliste qui explique qu'il s'agit tout simplement d'un maître qui parle à son chien. Il n'y a plus de dialogue entre les deux, effectivement. Mais
Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça, si je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que la trajectoire de Milou, elle double celle de Haddock. Il y a vraiment un parallélisme entre les deux personnages. Que Milou va être en quelque sorte le modèle d'Haddock dans cette histoire, modèle de Tintin d'ailleurs, puisque c'est ce personnage de Milou qui va être obsédé par les os dans cette histoire, mais qui va en fait se servir des os pour aider son maître Tintin. Hein. C'est avec un os qu'il assomme Haddock quand celui-ci essaie de déboucher la bouteille de champagne Tintin en plein milieu du désert. C'est en volant un gigot à l'os dans Bagarre que Milou révèle la cachette des trafiquants. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que finalement, le pays de la soif, qui est un enfer pour Haddock, finalement, c'est le paradis de la faim pour Milou, puisqu'il trouve d'énormes os avec les squelettes de dromadaires dès leur arrivée dans ce désert. Donc, il y a ce parallèle, il est extrêmement travaillé dans cette histoire. Et même, on pourrait dire que Haddock, quand il fait fuir, enfin, c'est des petits détails, tout ça, mais tout se joue sur des détails avec Hergé, puisque donc tout se joue sur des détails avec Hergé, puisque quand Haddock fait fuir ses ennemis dans la cave de Bagarre, il agit comme un chien. C'est d'ailleurs Tintin qui le pousse en faisant comme on fait avec un chien pour exciter un chien de garde en fait, en quelque sorte. Et voilà, donc il y a ce devenir chien des personnages de Tintin dans cet album, au moment même où finalement Milou va prendre une place un peu secondaire dans les histoires. La secondaire, mais récompense finale, puisqu'il reçoit un os d'admirateur à la toute fin. Donc, c'est comme si, pour ses bons et loyaux services des 9 albums précédents, il obtenait une récompense avant de passer peut-être définitivement au second plan. Peut-être qu'on peut dire un mot d'un aspect que vous avez beaucoup travaillé dans les différentes notes de blog que vous avez écrites sur cet album, de l'héroïsme de Tintin. Vous disiez tout à l'heure, Tintin, c'est un regard perçant, mais c'est aussi un mouvement, c'est un héros d'action, et cet album le montre particulièrement. Tout à fait. Si on devait faire la liste de tout ce que fait Tintin, de tout ce que sait faire Tintin, c'est assez remarquable et c'est même carrément surhumain, voire inhumain. Hein. Les détracteurs de Tintin lui reprochent cette inhumanité. Mais je crois que c'est un contresens d'y voir de l'inhumanité. C'est quelque chose. Effectivement, il a des qualités surhumaines. J'en veux par exemple, le moment où il tire sur l'avion qui les canarde. Lui et Haddock, alors qu'ils sont dans l'eau, leur barque est retournée. Et en un coup de pistolet, il réussit à rompre le tuyau d'alimentation de l'avion, donc dans une case assez spectaculaire. Donc, vous imaginez ce qu'il faut pour faire ça, c'est-à-dire qu'il faut une précision incroyable, il faut un timing incroyable. Donc, on a une sorte de renversement. On a David contre Goliath, le petit Tintin noyé dans sa mer et le gros avion qui leur passe au-dessus. Donc, c'est une sorte de nouveau David qui, avec sa fronde, abat Goliath. Alors, est-ce dû à la précision de Tintin ? Oui, il tire bien. D'ailleurs, un des tireurs Béraber qui les attaque dans le désert dit cela. Il faut d'abord tirer sur le jeune Roumi, c'est lui qui tire le mieux. Mais donc voilà, il tire extrêmement bien, tout à fait. On peut vous dire aussi qu'il nage extrêmement bien, parce qu'il arrive à passer sous l'avion qu'il a mis en panne sur la mer. Il arrive à passer dessous pour aller capturer les pilotes de cet avion. Il pilote donc l'avion ensuite de main de maître, et il faut un Haddock pour interrompre ce pilotage. Donc il a toutes les qualités. Mais il me semble que ce qui est intéressant avec Tintin, c'est qu'on n'en fait tout de même pas un super-héros. C'est pas un super-héros, Tintin. C'est pas un super-héros comme on peut avoir dans les récits similaires des comics à l'époque aux États-Unis. Il n'y a rien de surhumain chez lui. Finalement, le super-pouvoir de Tintin, c'est celui de plier les règles de la réalité selon son intérêt, selon l'intérêt du récit. C'est-à-dire que c'est le roi du Deus ex machina, Tintin. C'est-à-dire que quand je vous disais qu'il rompt le tuyau d'alimentation de l'avion qui les poursuit, en fait, sans un coup de main du destin, ce n'est pas possible. Et enfin, évidemment, le destin a les traits du dessinateur, du scénariste plutôt. Hein. Et effectivement, Tintin, c'est quelqu'un qui a toujours le scénariste de son côté. Alors, on pourrait y voir un énorme défaut. Il n'y a pas plus grand comme défaut de narration que le Deus ex machina. C'est ce qui fait fuir tous les spectateurs et les lecteurs depuis Aristote. Mais il me semble que justement, et c'est ça ce qui est plaisant dans les histoires de Tintin, c'est que le lecteur en est parfaitement conscient. Tout le monde est conscient que Tintin est aidé par le scénariste, par le destin, qu'il a beaucoup de chance, ce Tintin. Mais cette conscience, il ne faut pas la voir comme quelque chose qui doit nous sortir du récit, nous sortir de cette histoire.
Au contraire, il y a une jouissance, me semble-t-il, chez le lecteur, enfin en tout cas chez le lecteur qui aime Tintin, mais c'est ça qui va bloquer d'autres lecteurs, il y a une jouissance de l'invraisemblance. C'est complètement invraisemblable, mais parce que c'est invraisemblable, c'est jouissif et c'est plaisant. Et on est là dans cette tension entre finalement le possible et l'impossible, une réalité qui a ses règles et les règles qu'on connaît tous, et ce petit coup de pouce du destin qui fait que Tintin va toujours s'en sortir de manière extrêmement efficace. Je parlerais même, moi, de grâce. Je trouve que c'est un personnage qui a la grâce, Tintin. C'est-à-dire, alors la grâce, c'est un présent de Dieu au départ, mais ce qui va lui conférer une sorte de grâce, une sorte de légèreté. On peut penser, par exemple, ça n'a rien à voir, mais par exemple au personnage de Légolas dans Le Seigneur des Anneaux, dont on voit dans le premier volume du Seigneur des Anneaux, quand la compagnie de l'anneau est enfermée par les neiges sur le mont Caradras, et on voit Légolas qui marche sur la neige sans s'enfoncer à l'intérieur. Alors vous avez Boromir et Aragorn qui nagent à l'intérieur de la neige pour dégager un passage. Voilà, c'est cette sorte de grâce-là, me semble-t-il, qu'a Tintin. Une grâce accélérée, puisque c'est aussi la vitesse incarnée, Tintin. C'est quelqu'un qui sort de la case, c'est quelqu'un qu'on a à peine eu le temps de voir partir, il a déjà disparu, qui évidemment est passé maître dans le pilotage de toutes sortes d'objets rapides, le canot, l'avion, et puis dans Tintin au pays des soviets, une incroyable énumération de véhicules, tous plus rapides les uns que les autres. Donc cette vitesse, elle est aussi constitutive de ce charme et de sa capacité héroïque. Tout à fait. Cette sortie des cases de Tintin, elle est présente dans beaucoup d'albums de Tintin, mais dans le Crabe aux pinces d'or, elle arrive par deux fois. Au début de l'histoire, au moment où Tintin va observer chez les Dupont, va reconnaître l'étiquette du crabe, de la boîte de crabe rouge qu'il avait vue auparavant dans une poubelle, et en voyant cette étiquette, tout de suite il sort de la case d'ailleurs. Et les Dupont disent, mais quelle mouche l'a piqué? Ils vont essayer de le poursuivre. Et évidemment, ils vont s'empêtrer dans leur gémellité maladroite. Mais on retrouve cette chose-là à bagarre, puisque on ne sait pas ce qui se passe. Tintin voit quelque chose au milieu du souk. On s'apercevra qu'en fait, il s'agit d'Alan qu'il a vu au détour d'une rue. Il va sortir de la case et significativement, Haddock lui-même dit mais quelle mouche le pique? Donc on retrouve vraiment un parallèle entre les deux passages. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui sort de la case, qui disparaît alors par le côté droit, me semble-t-il, de la case. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les autres personnages, donc Tintin, il sort de la réalité, il sort de la case, il sort de l'image, alors que les autres personnages, à contrario, ils s'engluent dans la case, dans l'image, ils sont englués dans la réalité, si vous voulez. On voit les Dupont qui, par exemple, donc voilà, n'arrivent pas à poursuivre Tintin. Et quand Tintin distance Haddock dans le souk de bagarre, on voit toute une page où Haddock essaie de le suivre, mais il n'y parvient pas parce qu'il se heurte aux habitants, un panier plein de fruits, les habitants l'arrêtent, ils sont à deux doigts de le lyncher. Et c'est très significatif. On a tous ces autres personnages qui sont aux prises avec la réalité, et Tintin qui s'en extrait, pas tout le temps, parce que parfois il est rattrapé par cette réalité, mais qui, dans ces moments de grâce, s'en extrait de manière magique, de manière extraordinaire. Dernière question peut-être, cet héroïsme de Tintin, il tient aussi à une rectitude morale, alors parfois qu'on aborde de manière simplifiée en disant que c'est un esprit boy scout, mais peut-être que c'est plus complexe qu'il n'y paraît parfois, parce qu'il est aussi partagé, vous écrivez dans une de vos notes qu'il balance entre une droiture abstraite et un altruisme sensible. Alors est-ce qu'on peut creuser un petit peu ce balancement qui rend le personnage un petit peu plus compliqué qu'on ne le pense parfois? C'est ça, voilà, c'est un personnage que on va dire que Hergé a. J'utilise un terme d'ingénierie, mais il a profilé son personnage au fur et à mesure de cet album en lui enlevant, alors c'est ce que disent les détracteurs de Tintin, en lui enlevant toute trace d'humanité. L'ébriété qui était la sienne au pays des soviets, elle va être donnée à Haddock. La bêtise parfois dont il faisait preuve, elle va être confiée au Dupont. L'étourderie, son étourderie va être confiée cette fois à Tournesol. Bref, on a une sorte de personnage humain qui va être et d'ailleurs assez incohérent, qui va être débarrassé de ses oripeaux et qui vont être confiés à ces différents acolytes de l'histoire. Et lui, finalement, et c'est ce qu'on lui reproche parfois, on a tendance à dire qu'il ne lui reste plus rien, que c'est un être désincarné. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils adorent les histoires de Tintin, surtout pour les autres personnages que Tintin. Tintin serait finalement une sorte de poids mort dans les histoires de Tintin. Alors moi, je ne suis pas d'accord, je nie pas cet allègement du personnage de Tintin au fur et à mesure des histoires. Mais il me semble qu'il garde une forme de complexité, effectivement, entre cette droiture et cet altruisme, puisque, effectivement, dans l'histoire du crabe, et il me semble que dans le Crabe aux pinces d'or, c'est extrêmement visible, puisque au début de l'histoire, c'est d'abord un Tintin enquêteur qui va
essayer de régler cette enquête sur la fausse monnaie, qui va y aller pour des motifs abstraits, en fait. C'est quelqu'un qui veut la justice, c'est un justicier, plutôt un justicier qu'un redresseur de tort. Un enquêteur, quelqu'un qui va rendre la justice. Mais en cours d'album, il me semble, avec la rencontre d'Haddock, notamment, il va y avoir un deuxième objectif qui va se mettre en place, c'est sa responsabilité par rapport à Haddock, le fait de sauver Haddock. Et ça, on le retrouve au moment à bagarre où il est séparé de Haddock, c'est-à-dire qu'Haddock va se faire capturer par les trafiquants. Et Tintin va se lancer à sa poursuite. Et en se lançant à sa poursuite, que découvre-t-il ? Il découvre le souterrain des trafiquants et le poteau rose du trafic d'opium. Il va donc pouvoir dénoncer Omar Ben Salad, qui est le chef de toute la bande. Et ce qui est intéressant, c'est que il dénonce. La priorité est plutôt donnée finalement dans l'album au sauvetage de Haddock plutôt plutôt à l'action de démasquer Omar Ben Salad. Il y a un jeu vraiment habile de la part d'Hergé, puisqu'il va utiliser deux citations qui contiennent le mot homme. Il y a une citation de Diogène, je cherche un homme. C'est ce que dit Tintin une fois qu'il est arrivé dans la cave des trafiquants, puisqu'il y a des tonneaux de vin, donc ça lui fait penser à Diogène, alors que lui-même est d'ailleurs déguisé en mendiant, donc c'est lui qui est devenu Diogène, et il dit « je cherche un homme ». Cet homme qu'il cherche, c'est Haddock. Et il va le trouver effectivement dans la cave. Et quelques pages plus loin, quelques semaines plus tard, si on suit la publication du feuilleton, il laisse les Dupont livrer le méchant de l'histoire, une fois qu'il a été démasqué, Omar Ben Salad, à la police. Et que disent les Dupont ? Ils disent « voici l'homme que vous cherchez ». Et par le bégaiement caractéristique des Dupont, le deuxième Dupont dit « oui, voici l'homme ». Et là, on a une citation donc du Nouveau Testament, Ecce Homo. En quelque sorte, les Dupont en sont restés à l'histoire de résoudre l'enquête, de trouver la vérité. On avait dit Tintin, c'est un regard, c'est quelqu'un qui veut voir la vérité. Mais finalement, ce n'est pas Tintin qui va jusqu'au bout, qui va dévoiler cette vérité. Lui, il est déjà sur autre chose. Et il a en quelque sorte revu ses priorités. Sa priorité, c'est de sauver Haddock. Et donc voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une transformation, une métamorphose de Tintin. Les deux aspects sont très présents. Et Tintin, ça peut tout à la fois être un justicier extrêmement froid, au sang-froid, qui peut être d'une grande sévérité avec ses acolytes, avec Haddock, avec Milou, qui est prêt à tout pour trouver la vérité. Mais en sous-main, c'est la figure de l'ami qui surgit dans cet album, qu'on a déjà évidemment vu dans le Lotus Bleu avec Chang, évidemment, mais qui va ressurgir ici et qui va lui donner cette dimension, je trouve, beaucoup plus humaine. On le voit aussi, par exemple, dans un petit détail, mais quand ils atterrissent dans le désert avec Haddock, l'avion prend feu et on s'aperçoit que les pilotes, donc qui sont ses ennemis, qui voulaient le capturer, sont restés dans l'avion. Et que fait-il ? Il part les sauver. Il rentre dans les flammes pour sauver les pilotes. Et il n'hésite pas une seconde. Et c'est un réflexe. Il voit qu'il y a quelqu'un en danger, il va le sauver. Notre capitaine Haddock qui lui dit « mais c'est une folie ». Mais Tintin, justement, il a cette folie de l'amitié, cette folie du soin accordé aux autres, que la sagesse humaine parfois ne comprend pas. Mais qui est en fait la vraie sagesse. Bon, c'est une opposition traditionnelle qu'on retrouve depuis l'éloge de la folie d'Erasme, mais il me semble que c'est très souvent qu'on retrouve ça chez Tintin. Et notamment, cet épisode qui est très court, qui est peut-être un petit peu anecdotique, peut-être que je force un petit peu le trait, mais on le retrouvera étendu à l'échelle d'un album dans Tintin au Tibet, puisque c'est sa folie qui va lui permettre de sauver Chang. Personne ne le croit. Tout le monde, il est arrivé de Chang qui était encore présent, encore vivant sur les monts Himalaya, mais c'est cette folie qu'il va lui permettre de sauver son ami. Donc il y a ce renversement que je trouve très intéressant dans ce personnage-là. Il va même jusqu'à sauver des gens aussi détestables que Laszlo Carredas, prisonnier dans Vol 714 pour Sydney, même si c'est pas le meilleur des albums, ça veut dire que c'est une constante du personnage jusqu'au bout. Merci beaucoup Pierre Jaculino pour tous ces éclairages. On rappelle que on peut aller sur votre blog popanalyse.eclablog pour prolonger ces réflexions et puis surtout visualiser les cases qui permettent évidemment de les comprendre d'autant mieux.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.